Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, le nouvel épisode de Séquence. Nous recevons cette fois-ci Kamel Gemra, à qui l'on doit des collaborations avec Nawel Madani, avec Abdel Malik, Olivier Marchal, Jean-Pascal Zadi. Il a collaboré au film Balle perdue. Il a un parcours entre cinéma et plateforme. Et ça, il nous en parle juste après les petits audios de circonstances. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir. Rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Séquence, un épisode presque traditionnel, j'ai envie de dire, n'est-ce pas Maxence? Exactement, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode en virtuel, si je puis dire. Exactement, on voulait vous remercier d'avoir suivi très très fort, très nombreux et nombreuses, la série de podcasts qu'on a fait avec les différents producteurs pour le pitch de la série Les Gardiens. On espère très rapidement avoir d'autres nouvelles et d'autres épisodes de cette série que vous avez vu se construire en live avec nos petits camarades Joris et Déborah. Vous remercier également très fort de l'accueil que vous avez fait aux 2 épisodes qu'on a tournés sur le tournage de la série Meurtra à Fontainebleau. On remercie encore Donatien qui avait permis cette super rencontre. Vous remercier également de nous mettre encore régulièrement dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France. C'est assez cool quand même, hein. Maxence, on y prend goût quand même à ces petites choses-là. Bah, ça fait plaisir quand même de voir qu'on atteint quand même un certain réseau et que les gens apprécient ce qu'on fait. Donc on continue et ça nous fait plaisir. Ouais, on a reçu des petits messages. Alors, si vous nous suivez sur Instagram, parfois on publie des petits messages voilà, qu'on reçoit qui sont vraiment sympathiques de gens qui... J'en ai même reçu un qui m'a dit ça y est, je sais pas, ma carrière est bouclée. J'ai reçu un message de David de Séquence. Donc, ça flatte énormément mon ego, mais je ne crois pas à tout ça. Trêve de plaisanterie, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Pourquoi? Bah, simplement, ça fait remonter Séquence dans les différents algorithmes, que ça soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Mais cette introduction est toujours trop longue, comme d'habitude, vous le savez. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, qui est Kamel Gemra. Salut Kamel. Salut les gars. Merci d'avoir accepté notre invitation et de passer ce petit moment avec nous. Pour te présenter, je vais laisser la main à Maxence, qui sera ton introducteur. Maxence. Je sais pas si on peut dire ça. C'est pas très bon. Ouais, très bizarre, très bizarre. Très bizarre. Oh là là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas enregistré. Non, ça va, vous êtes au taquet. Hein. J'ai vu ça, j'étais impressionné. Bravo. Vas-y Maxence, quand tu veux. Eh ben, bonjour Kamel, on est vraiment ravis de te recevoir, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur, scénariste, réalisateur, tu as fait aussi un peu de production. On peut te connaître pour des titres comme C'est tout pour moi, Made in China, Tout simplement Noir, ou plus récemment Sans pitié, qui est sorti en salle, je crois, il y a un petit mois.
Ce qui est intéressant dans tes débuts, c'est que tu as une reconversion. Donc, tu es passé d'IT manager à New York à scénariste ici. Comment s'est opéré ce changement? Déjà, ça claque. Waouh. Ça claque, je veux dire, enfin quelqu'un qui a un diplôme quoi, dans cette émission. Non, même pas. Enfin, si, ouais, quelques-uns, mais même pas en IT. J'ai fait du Sciences Éco et après langues orientales, donc rien à voir. Non, c'était, bon, j'ai déjà peut-être raconté ça 2, 3 fois, mais je suis un suiveur. En fait, j'ai été l'idée ou guidé ou influencé par un de mes meilleurs amis, Mourad Aissaoui. Alors c'est marrant que tu choisis dans ma filmographie ces titres-là et pas d'autres. On y viendra peut-être plus tard, mais c'est avec parce qu'avec lui j'ai fait justement et Sledge Bidunga, donc on est un espèce de collectif. Lui était vraiment à l'origine de mon passage de l'IT au cinéma. Il s'appelle Mourad Aissaoui. Il a réalisé son premier long métrage qui s'appelle N121 Bus de nuit, qui vient de sortir en salle. Tout à fait. Et donc il s'est pointé. Donc je vais aux États-Unis. On était au moment où il m'en a parlé, je crois que c'était en 2005. Donc nous on se connaît depuis 26 ans. Et en 2005, il est venu plusieurs fois aux États-Unis. Et là, il vient, il me dit, écoute, je lâche l'informatique. Lui aussi était dans l'IT. Je me suis fait une école je me paye une école de réalisation qui s'appelait Les Fêtes. Et je veux me lancer, je veux faire du cinéma. J'ai dit, écoute, tout le monde veut faire du cinéma. Et il dit, bah oui, moi je le fais. Ok, bon, on a 10 jours devant nous. On va lui acheter une caméra à B&H, qui est le Darty boulanger local. Et on n'a rien à faire. Donc, on se dit, bah viens, on fait un court-métrage, on va s'amuser, quoi. Et j'ai trouvé, on savait pas écrire. Donc, je me suis dit, le truc qui se rapproche le plus de dialogue, c'est pièce de théâtre. J'avais des bouquins à la maison, j'ai pris Othello de Shakespeare. Il y a une scène où je pressentais qu'il y avait un début, milieu, fin, donc j'avais déjà des notions de qu'est-ce qu'allait être une structure en 3 actes, puisque un début, milieu, fin, c'est tout ce que veut dire structure en 3 actes. Donc, et dans ce début, milieu, fin, et le personnage de Iago monte la tête à Othello. Othello fout Desdémone, et à la fin de cette scène, Othello doute de Desdémone par tout le subterfuge et la malice et l'envie et la jalousie de Iago. Et on tourne ça. Je joue les 2 rôles. Je joue Iago et je joue Othello. Mourad réalise, il fait des plans de coupe et tout, je fais champ contre champ, blabla. Vous ne verrez jamais ce court-métrage, je joue comme une chaussette éclatée. Eh bien, nous l'avons retrouvé. Et le voici. Mourad nous l'a envoyé. C'est ça. Salopard. Tu sais, le plan pourri de cet enregistrement. Vraiment pourri, on voit C'est des ça. éclats. Ah non, ce serait horrible. Non, c'était juste ça mille fois aux poudres. C'est-à-dire qu'on a fait ce court-métrage, c'était canon, on a kiffé. J'ai dit c'est génial, waouh. Et là, en plus, sa phrase magique de voyou vendeur de sa salade, c'est mais tu sais qu'on peut être payé pour faire ça. Ah ouais? Ouais. Cut, ça a mis des années avant qu'on en vive bien. Mais très heureux du voyage. Et c'est grâce à le switch. Putain, elle est longue la réponse. Pour passer de IT manager à scénario, c'est par l'entremise de mon meilleur pote. Voilà, qui lui s'est lancé. Et moi, je dis ça en fait pour me faciliter les choses, mais en gros, il a juste mis le feu aux poudres, quoi. La poudre était déjà bien là et j'avais un passif et en fait, moi, je le refusais un espèce d'héritage de pseudo enfant de la balle, parce que ma mère est chorégraphe, j'ai un oncle qui était peintre. Enfin, il y avait beaucoup d'art qui gravitait autour de moi, mais je refusais cette vie-là parce que je les ai vus beaucoup manger des pâtes, les artistes, et très peu en vivre, et j'avais très très peur de la précarité. Et comme je suis aussi issu d'un background où on n'a pas grandi sur l'or, on n'a pas roulé sur l'or quand j'ai grandi, je voulais absolument pas de cette vie-là où je pressentais que c'était une vie de galère. Voilà. Et justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir grandi dans ce contexte-là, avec cette famille, tu vois, qui touchait l'artistique, est-ce que ça te nourrit aujourd'hui? Oui, bah, enfin, moi, je l'ai eu en intraveineuse, hein. Moi, je suis un gamin alors, je suis pas tout jeune. Et j'ai connu Nos auditeurs ne te voient pas, mais tu as à peu près 98 ans, je crois. À peu près, ouais. C'est ça. Non, il est rayonnant, ne m'écoutez pas. Je suis frais, je suis très, très frais pour moi. Carrément frais. Et non, c'est en gros, moi j'ai connu un truc qui s'appelait le cinéma de minuit, la dernière séance. Bah oui. C'était des trucs et en fait, il fallait, et jeune, enfant, donc
la madre, la maman, elle était quand même tellement passionnée qu'elle allait me laisser regarder à peut-être, je sais pas, 9-10 ans, le deuxième film de la dernière séance, parce que tu pouvais regarder le premier et puis pas le deuxième. Enfin, je sais pas si les gens connaissent la dernière séance. C'est un truc avec C'est une Eddie Mitchell, émission tu avec... vois. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est Eddie Mitchell, c'est un double Eddie Mitchell programme sur... présentait, voilà, sur, ça devait être France 3 à l'époque, France 2. C'est ça. Enfin, et il y avait des grands westerns, il y avait des grands films. Donc c'est comme ça qu'on a connu John Ford, John Huston, George Cukor, tout ça. Enfin, tout ce grand cinéma-là hollywoodien de l'époque. Et il y avait un autre truc qui était le cinéma de minuit, où là, c'est carrément la niche. C'était, tu pouvais te taper un... Non, cinéma de minuit, pas du tout. C'était sur France 3 le soir, le dimanche soir. Et c'est pas des séries B du tout, c'est des grands classiques. C'est Kurosawa, Hitchcock, Mankiewicz, Douglas Sirk. Enfin, tu tapais t'avais un cycle de l'un de ces auteurs et ils te passaient tu pouvais te taper genre Fellini sur 8 semaines et ils allaient te filer 8 films. Excuse-moi, j'avais confondu avec Cinéma de quartier que je faisais à peu près près au même moment. C'était génial. Ouais. Non, Cinéma de quartier, c'était super. C'est bien après que le cinéma de nuit. Il y avait un orateur comme ça qui avait une voix absolument très très reconnaissable. C'est le film que vous allez voir. C'est Jean-Pierre Dionnet, ouais. Non, Dionnet, c'est cinéma de quartier, encore une fois. Oh purée, ok. Ça, alors je vais arrêter d'intervenir. L'autre gars, je ne connais pas son nom, Dieu le bénisse, parce qu'il a bercé la vie de plein de cinéphiles où il disait le film que vous allez voir ce soir a été réalisé en 1950, Billy Wilder, Sunset Boulevard. Il avait vraiment une voix comme ça. Je le vois complètement. Tu vois, ça te parle? Ah ouais, je vois tout à fait, ça me parle. Et ce mec-là, il a fait mon éducation, enfin, ce programme-là a fait mon éducation classique cinématographique parce qu'effectivement, Billy Wilder, Douglas Sirk, Hitchcock, machin, et mon idole qui sera Kurosawa, je les ai découverts dans ce truc-là. Et la mère, donc pour répondre à ta question, elle me fait voir ça alors que j'ai pas l'âge du tout, qu'il faudrait être en train de dodo parce que demain il y a école ou des choses comme ça. Donc elle avait ce truc, elle avait cette passion qu'elle m'a transmise. Et honnêtement, il y a pire comme leg. Tu vois, moi j'ai accueilli ça. Je le vois, le par procuration, le tout ça, je le sens. Mais comme je dis toujours, il y a pire comme leg à me filer que la passion du cinéma, quoi. Voilà. Je remarque un peu dans ton parcours que sur le début, tu as produit certaines choses, donc le pilote de Bloc D, des courts-métrages comme Frères Ennemis. Est-ce que c'était plus une question de nécessité ou ça t'est venu plus par il fallait que tu essayes la production? Non, alors ni l'un ni l'autre, c'est juste en fait, nous on a fait ce truc-là. On est rentré, on a monté une boîte de prod avec Mourad Aissaoui, donc Boogeyman Productions. Nous, notre but, c'était de faire. Il n'y a aucun calcul si ce n'est de faire. Donc, produire, c'était pas une stratégie, on voulait faire des films. Il y a eu, à un moment donné, pour faire un film, faut monter un budget, se documenter, faire un devis CNC 9 postes, voir pourquoi, parce que tu vas demander des aides diverses et variées pour pouvoir accompagner ton effort de production. Mais ton effort de production, c'est faire un film. Ouais. Moi, j'ai pas eu. Je crois que c'est Caro qui dit ça et j'adore cette phrase. Il dit il y a des mecs qui veulent être réalisateurs et il y a des gens qui veulent faire des films. Et la nuance est très forte sur tout ce qui est posture, valorisation du statut, machin. Il y en a qui vont dire moi je suis réal, moi je suis ceci, moi je suis producteur, moi je sais. Nous on veut faire des films. Vraiment, on est très passionné par le fait de raconter des histoires, être des conteurs avec le média qu'on a choisi. Et là aussi je peux expliquer pourquoi j'ai choisi le cinéma et pas la littérature, la BD, la musique ou tout ça. On voulait faire ça, des conteurs. Donc produire, c'était juste une conséquence, même pas comme un passage obligé, mais plutôt une résultante, tu vois. Par exemple, je sais pas, on écrit le premier court-métrage de Mourad, après on se met à le produire, tu vois, et on a produit Bloc D, c'est typiquement ça, hein. Bloc D, c'est un truc que j'écris il y a super longtemps, qui se retrouve être spoté par Gaumont pour en faire un pilote TV. On voulait faire une anthologie, comme un Love, Death and Robots aujourd'hui sur Netflix. Nous, c'était anthologie de petites histoires à faire peur, un peu à la Hitchcock présente il y a des années.
Et ou Twilight Zone ou les trucs comme ça. Mais c'est des petites histoires à faire peur. Et Block D, le pilote, tout simplement. Donc je l'ai produit avec Mourad. Et on a tout produit avec Mourad d'ailleurs. Les 6 films qu'on a produits comme ça. Pareil, Frères Ennemis, gros coup de cœur sur Yacine Bala, qui nous raconte une histoire qui nous touche. Et du coup, on le produit. Et généralement, quand je produis, en plus, ça me permet j'écris, hein, j'accompagne les scénarios. Je suis généralement au générique des scénarios, des trucs que l'on a produits. Hein. Ça, voilà. Et ensuite, produire, ça a permis. Moi, ça m'a aidé énormément parce que ça m'a permis quand je suis passé à la réal, j'étais pas un novice du tout. Découpage technique, nécessité de savoir combien de plans par jour on pouvait faire en fonction de la difficulté du plan, rationaliser toutes les choses, se dire que si tu fais un plan séquence, t'as qu'un seul plan dans ta journée, c'est de l'apprentissage. Et cette expérience-là, elle nous est venue aussi du fait qu'on a produit. Maîtrise des coûts aussi, c'est-à-dire que ça m'a donné vraiment un avantage comparatif au sens où moi, et c'est arrivé sur mon premier long, quand il a fallu write-off, c'est-à-dire enlever des séquences et des séquences parce que ça coûte très cher, pour moi, c'était beaucoup plus facile. J'arrivais à faire des deuils et des cuts comme ça assez rapidement. Pardon, David, vas-y. Pas de souci, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est juste que je levais mon stylo. J'ai toujours un stylo pour mes notes et des fois je le lève de manière très professorale et tout le monde s'arrête parce que j'ai un charisme incroyable. Trêve de plaisanterie. Est-ce que pour toi, la bascule sur ton travail sur le scénario, il se fait sur ta collaboration sur Qu'elle a béni sa France d'Abdelmalik? Et comment tu arrives sur le projet? Ouais. Non, c'est pas une bascule du tout. Non, c'est un job. Je suis représenté déjà depuis quelques années. Moi, j'étais découvert en 2010. Mon agent, Christelle Groschenbacher, qui est toujours mon agent. Ça fait 16 ans qu'on bosse ensemble. Et c'est merveilleux. Et quand on est scénariste, les jeunes scénaristes, on a besoin de manger, on a besoin de travailler. Et un bon agent, il essaye de vous trouver des jobs, quoi. Et ça fait partie des jobs, en fait. Ça a été une super rencontre avec le producteur, déjà, François Cros, des films du kiosque, et qui me reçoit d'ailleurs pour un autre job, parce que je devais faire une consulte sur un autre film. Puis quand il me rencontre, puis qu'il me voit, il dit « Écoute, ok, merci pour l'analyse, j'avais lu le scénario, j'ai fait mes devoirs, voilà ce que je peux faire, blablabla. » C'est un job particulier pour les gens qui nous écoutent, ceux qui connaissent pas, le script doctoring, en gros, le scénario. Oui, c'est intéressant que tu expliques, ouais. Ouais. En gros, le scénario est écrit. Il obtient il rencontre quelques difficultés, notamment en financement. C'est à ce tone-là que soit ça a été pressenti par le producteur qu'ils sont pas prêts, il y a quelque chose qui coince et il veut un regard neuf, il veut une expertise. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont des génies de ça. J'en connais 2-3 qui sont très très forts. Et il vous appelle et vous faites une consultation. Et donc dans cette consultation, il y a de 2 ordres. C'est d'abord identifier les problèmes et ensuite faire des suggestions de comment les résoudre. Cette deuxième partie, elle est vraiment libre. Moi, je la laisse toujours libre à l'artiste, c'est-à-dire que je lui dis est-ce qu'il le veut ou il le veut pas. S'il le veut pas, je lui donne pas. Je vais pas empiéter sur sa capacité créatrice et tout. Je préfère lancer des pistes et qu'ils se saisissent de ce qu'ils veulent. C'est que ça reste son scénario. Moi, j'ai fait un script doctoring. Je n'ai pas coécrit Qu'elle a béni la France. C'est vraiment Abdelmalik qui l'a écrit. Il y a des endroits, et c'était plutôt bien, d'ailleurs, c'était issu du bouquin, c'était tiré du bouquin et tout. Et à certains endroits, j'identifie un problème ici, un problème d'enjeu là, un ventre mou ici, ou une tension là. Et moi, je fais mes recos, je fais mes recommandations. Et il se trouve que Abdelmalik a super bien rebondi, qu'il a fait justement après le script que vous avez vu. Et puis surtout, une fois qu'on travaille ensemble, derrière, avec les modifications de son travail à lui, de se remettre à la table et tout, il obtient ses financements et il va faire son film. Donc moi, je suis très reconnaissant, mais aussi valorisé. Ça me fait ça fait du bien dans les deux sens. Pour moi, un win-win super. Et c'est il me semble que ça doit être le premier où j'ai mon nom au générique dans un truc qui sort au cinéma. C'est pour ça que je te demandais justement si c'était vraiment, tu vois, quelque chose pas un point de bascule de passerelle. Point de bascule. Non, la bascule, c'est tout pour moi. Ouais.
Ah ouais, la bascule, c'est vraiment c'est tout pour moi. Parce que à c'est tout pour moi, il se passe quelque chose. Donc avis aux scénaristes ou avis aux gens qui travaillent dans cette voie-là ou qui veulent se lancer dans cette voie-là. Pendant longtemps, on est un scénariste de développement. C'est-à-dire qu'on peut être engagé par des producteurs, mais votre scénario, à un moment donné, n'est pas produit. N'est pas, enfin, il est produit au sens où vous êtes en développement, vous pouvez être même payé pour écrire vos histoires et tout ça, vous êtes signé, mais votre projet ne voit pas le jour. D'accord? Donc ça, c'est être scénariste qu'on dit de développement. Et vous passez dans la case produit quand l'une des choses que vous avez faites est produite, va à l'écran, existe, machin. Et là, ça s'inscrit. C'est là que votre track record, votre IMDb, votre Allociné commence à se nourrir de lignes qui vont vous créditer et qui vont vous donner votre CV. La différence est énorme parce que, pour vous donner un titre d'exemple, moi j'ai écrit un peu moins de 40 films. Ça doit être autour de 38-39. Vous n'en avez vu ou vous n'en verrez que 10. Voilà. Il y en a 28, 29 que vous ne verrez jamais. Et ils ont été produits, c'est-à-dire quand je dis j'en ai écrit 38, c'est des signatures, contrats. Ouais, c'est ça, tu as un contrat dev ou Ah un oui, contrat oui, je suis en d'écriture, de dev traitement et et tout. Ouais. tout. J'ai fait 3 films avec un tel, 2 films avec tel autre, un film avec machin, un truc avec bidule. J'ai vraiment autant de signatures que ça. Par contre, qui arrive sur les écrans, on est sur un ratio de 1 pour 4. Ce qui est déjà énorme, hein, honnêtement. Ouais, moi, je suis très content. Enfin, je pense que ça fait partie. Ouais. Moi, j'ai autant appris des 30 qui sont pas faits que des 10 qui sont faits. Donc, je pense que ça fait partie du process. Mais c'est pour expliquer aux gens qu'effectivement, il n'y a pas. C'est pas un truc qui se fait comme ça dans la seconde. C'est un travail au long cours. Et il y a un moment donné quelque chose qui débloque la situation. Donc, par exemple, quand je fais celui de Nawel Madani et Ludovic Colbeau-Justin, Donc, c'est tout pour moi, le film. C'est tout pour moi, ouais. J'ai fait plein d'autres trucs avant. Et notamment, il y en a un que j'ai écrit avant, mais qui sortira après, qui est Made in China. Donc, il y a toujours des choses qui sont... il n'y a pas de chronologie. Il n'y a que la chronologie du financement. C'est lui qui va être déterminant. Et la première chose que j'ai sortie aussi, là où j'avais mon nom générique, c'était une série. C'était sur France Télévisions, ça s'appelait Accusé. Et c'était vraiment le premier truc où là, je crois que c'est 2015, où là, je peux regarder la télévision et il y a mon nom à l'écran. Alors non pas que ça me fasse pareil des flagorneries on kiffe quand même, on kiffe quand même. On célèbre le moment, c'est sûr. Clair. Mais ça nous inscrit surtout. C'est-à-dire que celui-là, c'était avec Sledge Bidunga, qui est le deuxième acolyte, larron, frère associé dans la bande. Mourad et Sledge sont les personnes avec qui j'écris le plus et je fais le plus de choses. J'ai la chance que ce soit mes meilleurs amis. Mais c'est avec eux que je vais faire Pax Massilia, Carjackers, N121, c'est avec eux. Donc, pareil, c'est une date, 2015, tu vois, pour Accuser. Mais 2017, vraiment, ça me donne quelque chose, ce film, pour une raison toute bête. C'est que, comme je l'ai dit, j'ai écrit plein de choses avant, mais beaucoup de producteurs vont avoir du mal à vous vendre. En fait, ils vont avoir du mal, ils vont dire « Ah, Maxence, David, vous avez écrit ce truc-là, c'est super, nanana. Mais si je vais en financement, comment je dis ?» Ah, ça, on l'a entendu. Voilà, qu'est-ce que je vais... Comment on va voir ? Eh ben, j'avais un producteur avec qui je bosse encore aujourd'hui, avec qui encore je fais des trucs, qui me dit « Bah, tu vois, là, c'est plus facile. Parce que maintenant, je vais pouvoir dire « Oui, je vais prendre Kamel, celui qui a écrit « C'est tout pour moi. » Et ça identifie qui a coécrit, plein d'autres personnes avec nous, Ali Bougaraba, Matt Alexander, Nawel elle-même. Il y avait ce truc de tu es identifié, tu as fait quelque chose. Donc, et après, il y a la deuxième étape pour nos amis jeunes scénaristes et scénaristes, c'est le moment où on t'identifie plus par rapport à un projet, mais par rapport à ton nom. C'est-à-dire quand au début tu es la personne qui a fait tel et tel film, pour te situer auprès des diffuseurs, des producteurs, on va dire. C'est la personne qui a fait. Et à un moment donné, béni, où tu as fait plein de choses et à la fin, on dit plus que ton nom. On dit Kamel Gamera. Ah oui, je vois. Le jour où tu dis Kamel Gamera, ah oui, je vois, ça va. Moi, je suis toujours étonné. Hein.
Quand je rencontre des gens et tout, et que je dis Kaguya-sama, ah oui, je vois. Je dis, ah bon, tu vois? Excellent. Chelou. Bah, merci. Ça fait plaisir que tu vois. Moi, des fois, je vois pas, mais c'est cool. Et donc, il y a ce truc-là ça fait partie de la carrière. Ça, c'est le côté carriériste. C'est le côté, tu vas travailler. C'est le côté, tu vas j'avais un pote dans le 2.0 dans les réseaux sociaux justement qui me parlait de personal branding. Je suis incapable de faire cette chose-là, mais il me disait bah si c'est important, il faut que les gens sachent qui tu es, qu'est-ce que tu postes sur tes réseaux et blablabla et blablabla. Bon, bien sûr, j'ai écouté aucun de ses conseils. J'aurais été peut-être plus connu, mais en tout cas de façon naturelle, organique. Dans la carrière, c'est ce qui se passe. Vous êtes d'abord donc je résume. Vous êtes d'abord un scénariste de développement. Ensuite, vous êtes produit, vous avez un titre qui vous inscrit sur la carte, qui vous montre. Et ensuite, de titre en titre, à la fin, vous gagnez votre nom. En fait, à la fin, vous êtes un nom dont on sait qu'il a une carrière. Voilà. Justement, avec tous les films, les projets que tu as pu développer, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de définir ta blueprint et littéralement qu'est-ce qui va te décrire en tant qu'auteur, te définir? Elle est superbe cette question. J'espère ne pas pouvoir y répondre à terme parce que ça voudrait dire que ça me limite. Ça voudrait dire que ça m'inscrit dans un seul genre, une seule thématique, un seul voilà. Donc mon grand souhait c'est de ne pas le faire, mais ça existe, c'est du typecasting. Dans un premier temps, c'était des comédies qui mettaient à l'honneur la diversité. Je parle que de ce que j'ai fait, hein, parce que ça dit pas ce que moi je veux. Ça dit juste comment les gens te perçoivent. Et il faut dire aux gens, que ce soit des acteurs, des réalisateurs ou des scénaristes, il faut bien leur expliquer qu'ils se rentrent dans le crâne que personne ne les connaît dans leur intérieur. Tout le monde les connaît parce qu'ils ont fait. Souvent, les gens disent, mais je comprends pas, pourquoi on me propose pas tel autre rôle, on me propose que des rôles de comédie. Bah ouais, poteau, on t'a montré que de la comédie et ils ne viendront te chercher que pour ça. Il va y avoir une infime partie de gens qui vont avoir la curiosité, la créativité intellectuellement de se dire, ah, et si je faisais un contre-emploi? Ah, et si je voyais cette personne dans cette truc-là? C'est infime, vraiment. La plupart des gens vont sur du sûr, d'abord parce qu'il y a des questions d'argent et que les financiers, faut pas leur en vouloir trop de se dire, moi, je vais mettre mon argent sur du sûr. Vous feriez pareil. C'est walk a mile in my shoe. Vous inversez les rôles. Vous vous rendrez compte que si vous aviez 2, 4, 5, 6 millions à mettre dans un film, vous seriez très précautionneux. Vous regarderiez qui vous engagez. Vous regarderiez les CV de qui vous engagez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est les personnes qui sont capables de faire le projet que vous envisagez, etc., etc. Donc moi, ils vont me typecaster. Ils vont me dire, tu as fait ci, donc tu es ça. Donc pour répondre à ta question, ça va être, dans un premier temps, c'était des comédies. Puis grâce à Guillaume Pierret, qui m'a fait un petit cadeau très sympathique en me laissant l'accompagner sur Balles perdues, ça m'a ouvert au film d'action. Donc là, ils ont vu que je savais faire des films d'action. La quadrature de ce truc-là, c'est qu'en mettant de la diversité en avant et en faisant de l'action, j'ai été pressenti pour créer une série pour Olivier Marchal, qui est devenu Pax Massilia. Et à ce titre, certains qui me lisaient de longue date, comme ils avaient déjà eu des projets à moi de thriller et de ce genre de choses, ils savaient que je savais en écrire, mais il fallait attendre encore une fois. Comme je vous dis, il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour qu'on vous donne ensuite le job et les financements pour le faire. Et donc, c'est arrivé. C'est comme ça que moi, j'ai pu faire Carjackers, d'ailleurs. C'est parce que ils se sont dit, bon, il sait faire du thriller, il sait faire de l'action, et il y a aussi de la diversité à l'honneur dans Carjackers. Il y a aussi une autre, un pendant en fait dans ce que je fais souvent, mais là il le voit un peu moins, mais moi je le mets tout le temps, c'est que j'ai mon côté féministe aussi, où je travaille beaucoup les rôles féminins. Carjackers, c'est un premier rôle féminin. Mon court-métrage, c'était idem, il y avait une histoire de Carla, qui est mon premier cours. C'est vraiment très égalitaire, très paritaire la position des deux protagonistes dedans, et c'est ce qui va me définir. Donc Blueprint, je dirais diversité, un poil féministe, et sur le genre, ça va être pour l'instant comédie, action comédie, thriller d'action. C'est là-dedans qu'ils vont m'envisager. Maintenant, il y a d'autres films qui arrivent.
et où on va me mettre plutôt, peut-être qu'on va me donner, à la terme, on va me donner la qualité auteur, film d'auteur. C'est pas du tout mon but, je m'en contrefous. J'adore le mainstream et le populaire. Ah oui, il y a ça aussi. Quelle typologie? Est-ce que vous êtes plutôt film d'auteur, plutôt mainstream, plutôt populaire, plutôt machin? Moi, clairement, mon ADN va à des films plus populaires, à des films de genre, à ce genre de choses. Je sais pas si j'ai bien tout couvert, mais en fait, je t'ai couvert aussi à l'aune de pas ce que moi je me ressens, mais à l'aune de ce que je suis perçu. C'est vraiment une autre réponse, un autre type de réponse. Du coup, peut-être que tu peux nous la donner aussi, comment toi tu te ressens moi par je me rapport. perçois. Ouais. Franchement, taquiner mes idoles. C'est-à-dire aller émuler je vous ai parlé de Kurosawa tout à l'heure, mais bon, ça va être Fincher dans un sens, ça va être Villeneuve aujourd'hui pour les modernes, ça va être côté coréen les Bong Joon-ho, les Na Hong-jin, les Park Chan-wook, les Kim Ji-yoon, ça va être ces gens-là, ça va être Johnny To à l'époque du cinéma hongkongais, ça va être Hitchcock, pour moi c'est une idole, mais en cinéma français par exemple, moi je suis pas nouvelle vague, mais je suis plutôt Jean-Pierre Melville, Renoir, je suis plutôt Henri Georges Clouzot, René Clément, des gens comme ça. C'est un cinéma qui c'est du cinoche en fait. C'est David Lean, voilà, c'est ce genre de choses. Donc moi je vais aller taquiner ça, c'est-à-dire du populaire exigeant. J'ai oublié la star des stars, c'est Spielberg, parce que je suis un enfant des 80-90. Donc pour moi avoir le nouvel Hollywood de Scorsese, Coppola, Brian De Palma, Zemeckis, le frat pack qu'ils étaient là, et se dire que tous ces mecs-là sont potes et que c'est tous des tueurs, ils sont vraiment trop forts. Moi, c'est quelque chose qui m'appelle, en fait. Ouais, populaire, exigeant, voilà. Et en France, il y en a quelques-uns qui ont, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont cette qualité-là que j'appelle du populaire exigeant, comme un Jacques Audiard, comme Hazanavich sur certains projets, Jean-François Richer, Fred Cavaillé, Dupontel. C'est des gens comme ça. Il y a des collègues femmes qui commencent à s'illustrer aussi, ça me fait plaisir, des Justine Triet, des Coralie Farja, des Julia Ducournau, enfin Rebecca Zlotowski, ça commence à bien arriver là, à avoir des films qui deviennent populaires, en tout cas, enfin, qui ne se cantonnent pas, même si Justine a sans doute fait des films peut-être plus auteurs avant, mais moi, son Anatomie d'une chute, ça y est, je la trouve que, bam, elle a tout explosé. Moi, j'ai adoré. Et ça va taquiner le populaire au sens où il y a un thriller, il y a du suspense, il y a une vraie question à l'intérieur, il y a une mise en scène aussi que je trouve un peu plus efficace que si j'étais dans le pur cinéma d'auteur, pour lequel j'ai aucun grief. Moi, au contraire, je considère que l'offre doit être pléthorique, parce que parfois, un film d'auteur comme ça va me cueillir et je vais en avoir besoin, et c'est le moment que je vais ressentir pour l'apprécier. Mais il y a d'autres moments, je vais peut-être un peu moins disposé, je vais avoir envie de regarder Bullet Train, qui est un film d'action badass, machin, et ça va me faire kiffer. Donc voilà. Donc je peux regarder Anora, que j'ai adoré. Mon chef-d'œuvre de 2024, c'était La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, que je trouvais absolument fou, et Conclave. Mais en même temps, je vais regarder Bullet Train, où je peux me kiffer sur F1, quoi. Donc c'est ça le prisme. De toutes tes collaborations, on parlait d'Olivier Marchal, on a parlé de Nawé Madani, c'est laquelle qui était la plus éloignée de ton univers, et comment tu as réussi à faire la passerelle justement avec toutes tes références, ton vécu, pour faire ce pont? La plus éloignée, je l'ai pas là. Je l'ai pas parce qu'ils sont tous ceux qui se sont faits. Ils se sont faits parce que justement on est venu me chercher sur un peu ce que j'étais, tu vois. Made in China, je suis au service de la communauté asiatique, mais ça reste le fait de parler de l'identité nationale, entre guillemets, ce grand roman français dont certains veulent enlever quelques pages. Nous on est là pour ramener les pages au roman français, tu vois, avec amour, bienveillance, tout ça. Donc c'était Fred Cho a porté ce projet et tout, on va te dire je suis pas asiatique, mais pour autant c'était tellement proche que je ne l'ai pas senti.
C'est un très très bon exemple, je te coupe, mais c'est un très bon exemple justement tu disais des projets qui peuvent durer très très longtemps, parce que moi, Frédéric, je l'avais reçu dans une émission 10 ans avant, et il me parlait déjà de faire un film dessus. Et d'ailleurs, il en parle dans ce programme que vous pourrez peut-être trouver dans les tréfonds d'internet à l'époque. Ouais. Mais il le portait déjà en lui en me disant, mais c'est mon rêve, ça serait faire ça. Et je l'ai vu arriver 10 ans après. Je me suis dit, mais C'est quelle ça. abnégation, quoi. Ah, il mérite tout. Made in China, il mérite tout là-dessus. Il a été, ouais, il l'a porté sur ses épaules, il l'a joué, il l'a coécrit. Et c'est Julien Abraham qui réalise, mais Fred est très très présent. Il est consultant. Voilà, ça se fait de façon collégiale. Et c'était vraiment, comme nous on aime à le dire, une déclaration d'amour à la communauté asiatique de France. Donc c'est bourré de nostalgie, c'est bourré de gentillesse aussi vis-à-vis des siens. Et en même temps, bon, bah, à 2-3 endroits, on tacle quelques issues, enfin, je l'ai dit en anglais, quelques problèmes quelques problèmes qu'il y a dans la société aussi à accueillir d'autres communautés. Mais voilà, j'ai pas de projet où je me suis senti loin. Je peux pas répondre à cette question. Je l'imagine pas. Si toi tu le vois dans ma filmo, dis-le-moi. Mais si toi tu pressens qu'il y a quelque chose qui aurait pu être plus loin de moi, je veux bien le discuter. Non, Mais c'est sinon, vrai je vois pas. c'est vrai qu'en fait, je trouve ta filmo complètement, elle est fluide en fait dans son évolution. C'est vrai que nous on a eu des invités qui avaient vraiment, des fois qui passaient d'un genre à l'autre et qui étaient des fois plus sur de la commande pure et dure, et donc qui pouvaient aller Ah, mais dans j'ai été, et des pourtant domaines très particuliers. pourtant Ouais, c'est de la commande pure et dure, hein. ouais, ouais. C'est Non, ça mais c'est vrai qui que ça est marrant. transparaît dans ton parcours, il y a une logique Il y en a, fait. Donc ça, je trouve ça très fascinant. Moi, les projets, et ça aussi, encore une fois, enfin, c'est quand je sais pas quel est l'auditoire, je sais pas quels sont les gens qui s'y intéressent, s'il y a des gens qui s'intéressent au scénario, à ce métier, ou qui veulent en faire, si c'est ça. Eh ben, écoute, j'en profite pour déjà pour remercier ceux qui nous écoutent, c'est déjà super. Merci à ceux qui nous Écoute, écoutent. et d'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, vous êtes à peu près 90% de professionnels. D'accord. Ça va de producteurs, scénaristes pro, on a des chefs opérateurs, on a des monteurs, on a des directeurs de chaîne, Ah on a bah des alors, conseillers de programme. je vais rien leur Et apprendre alors. 10-15% d'aspirants scénaristes, on va dire. D'accord. Bon, alors je vais parler aux aspirants scénaristes à cet endroit. C'est que la commande, ça fait partie du parcours. Et qu'en fait, c'est tellement long. Alors pour certains, ça va, hein, c'est assez rapide. Mais globalement, euh, on joue longtemps pour les autres avant de jouer pour soi-même. Donc, euh, et ce parcours-là, il est intéressant aussi. C'est-à-dire que je sais pas parce que j'écris une histoire pour Fred en faisant de la maïeutique, de l'accouchement par la pensée, c'est-à-dire réellement en essayant d'accoucher le maximum de ce que Fred voulait ou de ce que Nawel voulait ou de ce que Jean-Pascal Zadi voulait sur Tout simplement Noir, que un, j'y mets pas du mien, deux, je ne progresse pas. Chacun de ces projets-là m'a fait progresser aussi. Il y a quelques rencontres où je suis moins senior, où je suis que la personne qui est en face de moi. Je pense à Sarah Kaminski quand on écrit Ici et là-bas, donc un film avec Ahmed Silla et Hakim Jimmy. Là, je suis avec ma sœur. Là, je suis avec quelqu'un que j'admire, que je respecte, et qui est ma sœur, quoi. Qui est vraiment, on travaille ensemble, on adore. On a fait plusieurs projets. Il y a celui-là pour l'instant qui est sorti. Mais c'est quelqu'un qui est techniquement, en termes de travail, c'est pas, moi, je ne lis de rien. Sur les autres, j'ai vraiment accompagné. J'ai vraiment été le scénariste qui devait accompagner le talent qui devait faire ci ou ça. Il y a des collaborations, il y en a qui ne sont pas faites, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on a écrites qui ne sont pas sorties, mais par exemple, une autrice comme Julie Manoukian, qui est aussi réalisatrice, c'est un bonheur. C'est juste, voilà, c'est quelqu'un de très fort, très compétente, très talentueuse. C'est comme Sarah Kaminski, c'est vraiment c'est des amours humainement, elles sont top, mais en plus, c'est des bombes, c'est-à-dire qu'elles travaillent. Enfin, c'est génial de bosser avec elles, on en apprend tous les jours, etc. Après, il y a mon rôle aussi de accompagner des gens qui sont un peu moins seniors, voire carrément novices. Tu parlais de Sans Pitié tout à l'heure. Julien Osmalin, quand il arrive, lui, il est en plus très humble. Il dit carrément, il n'est pas scénariste. Lui, c'est un réal.
Bon, moi, je trouve qu'il a des qualités de scénariste, mais c'est encore autre chose. Mais au début de l'histoire, quand on le démarre ce projet, c'est ce qui se passe. En fait, on accompagne quelqu'un qui est un peu plus novice. Et dans ce film-là, typiquement, il y a 3 scénaristes qui s'accèdent, quoi. Il y a Myriam Dupuis qui commence, il y a moi au milieu qui fait vraiment de la partie reprise du traitement jusqu'aux premières versions de dialoguer et tout ça. Et il y a Olivier Torres qui termine, qui va jusqu'au bout et qui lâche rien jusqu'au bout du tournage. Donc parfois c'est vraiment protéiforme et il faut que les scénaristes comprennent que faire de la commande, c'est pas forcément faire quelque chose de mortifère, anxiogène. Ça peut être très formateur et très agréable. On peut être sur des projets, puis finalement, ça nous colle vachement. On peut se mettre au service de ces histoires-là. Moi, j'adorerais que dans ma filmo, il y ait un film historique. Et que ça dénote complètement et que j'ai rien à voir avec la salade de l'identité ou de la diversité ou du féminisme qui m'anime. Vraiment, j'adorerais. C'est juste que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imagination des gars pour dire, putain, mais est-ce que ce mec-là, il pourrait pas nous écrire, je sais pas, une histoire amoureuse sur un musicien du 19e siècle? Ça connecte pas là-haut. Les fils, ils se touchent pas. Ils vont, encore une fois, voir ce que vous avez fait et se dire ah, mais il faut prendre un tel, parce qu'il l'a déjà fait, il a bien. Et peut-être c'est le compliment, il faut aller le chercher là. Peut-être c'est ah, il l'a bien fait, donc on va aller le chercher. Voilà. Après, à charge pour nous de convaincre d'autres producteurs de venir de leur proposer quelque chose et leur dire s'il te plaît, fais-moi confiance. Ok, je vais t'adapter la peau de chagrin de Balzac, mais je vais le faire, t'inquiète. C'est un roman gothique, c'est mystérieux, il y a du thriller. Fais-moi confiance, j'ai une vision. Bon, et ben il y en a un qui va arriver, qui va dire ouais, ok, peau de chagrin, Balzac, viens, on y va. Tu vois ce que je veux dire? C'est à cet endroit-là que ça se fait. Pour revenir à Balles perdues, parce que tu nous en as parlé comme ton passage à l'action. D'ailleurs, on fait un petit bonjour à l'équipe d'Inoxy. Oui, avec qui on travaille, donc on leur fait un petit coucou. Sérieux? C'est ça. Rémi, bisous, Rémi Lautier, Guillaume Pierret. Voilà. Faustine Tabary. Du coup, tu étais crédité comme adapteur dialoguiste dessus. Adaptation et dialogue, ouais. Ouais, je voudrais savoir exactement en fait en quoi consistait ton travail par rapport à fais-nous des conseils en fait, Kamel. Dis-nous comment pas nous planter. Avec plaisir. Non, en fait, vous connaissez le duo, donc Rémi et Guillaume, 2 meilleurs amis du monde. Moi, je les connais depuis 2014, la première fois, je crois. Cannes, des amis communs qui nous présentent et tout. Et ça dure un peu en fait. On se met pas à bosser ensemble tout de suite. Ils ont des idées, ils ont plein de choses dans les tiroirs. Et puis, ils ont ce truc que me pitch Rémi sur un bout de plage là-bas. Et je lui dis, ça, c'est un banger. Je lui dis, ça, c'est un hit. Et il me pitch pas le perdu, en fait. Et je lui dis, ça, c'est sûrement. Tu te rappelles les mots qu'il a utilisés? Il me raconte juste l'histoire du mec qui doit se sauver parce qu'il y a une balle qui est coincée dans le pare-brise et qu'il incrimine et que c'est un man on the run et que il a rien fait. Et je lui dis, pour l'ADN action, ce sera chambé. Pas de problème. Et ils font plusieurs tentatives, ils sont en prod même, et pendant 3 ans ils écrivent dans une production, voilà, et que ça le fait pas. Et à l'issue de cette expérience un peu traumatique d'ailleurs, parce que je crois que Rémi a dû mettre la main à la poche, racheter son script, enfin il a fait beaucoup de sacrifices pour récupérer ce projet. Guillaume et lui décident de lancer une forme de consultation auprès des potes. C'est-à-dire qu'on est plein de potes à eux dans le milieu. Et il fait lire à plein de gars. Et moi, quand je le lis, je lui donne mes tips. Je lui fais une forme de script doctoring. Sauf que ce script doctoring, ça se transforme en Kamel, tu veux pas venir... Enfin, nous, on a vu ce que tu as dit, tu veux pas venir l'écrire avec nous? J'ai dit, bah les gars, ça fait 2 ans que je vous le propose, donc oui, il n'y a pas de problème. Chaque année, chaque fois que je les voyais, je lui dis, gros, si t'as un problème, si t'as un souci, n'hésite pas, je te filerai un coup de main. Et puis ça a pris en 2017, quoi. Et donc c'était l'été 2017, je crois. Et puis après, on est en prod. Il y a 2 prods qui étaient sur le projet. Pour des raisons diverses, ça ne le fait pas. On récupère vraiment le projet.
moi, j'ai déjà écrit, j'en suis à la... C'est comme si, adaptation et dialogue, c'est comme si l'histoire était là, le personnage de Lino existait. Il y a Alban Lenoir dans l'histoire, faut pas l'oublier, parce qu'il a beaucoup travaillé, échangé avec Guillaume. Et moi, je me retrouve avec juste un script en V3 qui, de l'aveu de tous, hein, je leur fais pas injure en disant ça, n'était pas finançable. Enfin, il était pas dans la forme où il le fallait. Donc moi, déjà, mon premier job, première version, V4, c'est former tout ça d'équerre. Et après, il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il y a un travail d'épure. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup plus dans le premier. Et il fallait qu'on puisse le tourner. Donc il y a un travail d'abord de le rendre d'équerre, ensuite de l'épure. Et ensuite, il y avait 2-3 endroits un peu techniques pour les gens qui nous écoutent, qui sont de la partie. Il y avait des endroits de All is Lost, des endroits d'enjeux de personnages, des endroits de backstory de personnages, l'histoire entre Lino et le personnage qu'interprète Rod Parado dans le film. Tout ça, c'est leur backstory. Pour qu'avoir un All is Lost qui fonctionnait dans Balle perdue, il fallait le recréer, enfin le redimensionner et tout ça. Et toute cette mouture, c'est à cet endroit que je fais de l'adaptation et dialogue. Il faut savoir que Guillaume avait déjà son film, il avait déjà l'histoire, il avait déjà et à ce moment-là, donc je dois aussi rendre des crédits à Alban Lenoir là-dessus, parce que je sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose de collégial à eux deux, parce que quand j'arrive, ils ont déjà bossé tous les deux là-dessus. Donc il y a sans doute un endroit de collaboration là-dessus où il y a un film. Et Guillaume, il a l'habitude de construire ses films autour de ses scènes d'action. Donc lui, il va faire des grands moments de scènes d'action où il a beaucoup de créativité pour créer des grosses scènes d'action. Puis après, il met un fil rouge où il y a un fil rouge déjà, mais ça va s'orienter autour de ces grandes scènes d'action. Chose que moi, je ne fais pas. Et moi, l'action, elle est au service de l'histoire. L'histoire n'est pas au service de l'action. Ce qui est la grande différence entre nous deux. Et ça donne deux cinémas qui sont complètement différents mais complémentaires. Moi, j'adore son cinéma parce que c'est un cinéma popcorn, un cinéma c'est Rémi, je crois, il appelle ça un cinéma de stade. C'est que on est là, on est au stade et on a envie de cheer et on a envie de jubiler avec tout ce qu'il nous fait. Et puis moi, quand il fait voler ses voitures, c'est plus ça va haut, plus c'est what the fuck, et plus je kiffe. Et en même temps, il va raconter une histoire. Il va aimer ses personnages très très fort et il va nous emmener avec lui dans son divertissement. Donc moi, j'étais au service de ça. À ce moment-là, par exemple, je suis pas à mon service. C'est pas mon job. Mon job, c'est d'être au service de la vision de Guillaume. Et que quand on finit le script, ils me disent merci Kamel, c'est le film que je veux faire. Voilà, ça, là, quand ça arrive, job done. Ça, pour moi, ça me va. Et je distingue ça de quand c'est moi qui réalise. Quand c'est moi qui réalise, moi, je veux la même chose. Mais là, pour Guillaume, ouais, c'était adaptation et dialogue, c'est vraiment être au service de la vision du réal, échanger beaucoup, le convaincre à des endroits de faisabilité ou d'intérêt scénaristique. Est-ce que la tension dramaturgique est là au bon endroit, au bon moment? Est-ce que le niveau d'émotion qu'on va atteindre sur les personnages va être intéressant? Est-ce qu'on n'a pas relâché la pression trop tôt ou trop tard, etc. Il y a des questions de timing aussi. Il y a la fameuse scène qu'il a complètement chorégraphiée, et puis Manu Lanzi aussi règle la cascade du premier, enfin de tous, je crois. Le commissariat, il y avait la façon de l'écrire. Pour les didascalies, il fallait une forme de DA. Et on avait pris la souris qui doit s'échapper d'un commissariat de chat. Ouais. Et qui doit absolument, et il y avait des trucs absolument fous, des boucliers qui crassent des pieds, des choses comme ça. C'est devenu ce qu'ils en ont fait, mais ça existait déjà, il fallait être au service de ça. Moi, je suis pas celui qui a créé ça, je suis celui qui a été au service. Donc à chaque fois de rajouter un truc ici ou là, et puis de faire en sorte que ce soit organique et fluide à l'intérieur du script. Voilà mon job de adaptation et dialogue sur Balle perdue. Voilà. Après, je suis très fier et de Guillaume et de Rémi, parce que Rémi aussi, on le cite pas assez, mais Rémi là-dessus, c'est un taulier qui après va faire tout ce qu'il a fait après, quoi. Donc le 1, 2, 3, AK, JT Max, les orphelins, tout ça. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui en très peu d'années. Nous, on sort en 2020, hein. On est en 2026. Vous imaginez. Ouais, il s'est passé très peu de temps en fait. Bah ouais, en 6 ans, tout ce qu'il a sorti, c'est vraiment chapeau bas. Hein. On peut le féliciter, quoi. Donc c'est à cet endroit-là, voilà. Je sais pas si ça répond à vos questions, mais c'est ça.
Carrément. Justement, c'est intéressant de revenir sur toi, ta méthode d'écriture. Quand t'as une idée qui vient, c'est quoi les premières choses que tu vas faire pour structurer tout ça? Avant que d'écrire, apprenez à penser. C'est C'est Nicolas ça. Boileau qui dit ça. Donc, je n'écris pas beaucoup au début. Je parle énormément. Là, vous voyez, là, j'ai une facilité, une logorée à m'exprimer sur les sujets. Je peux être très disert. Donc, dans un premier temps, c'est beaucoup de blabla avec mes co-auteurs. Je vais chercher d'abord le fond, le thème. Est-ce que l'idée qu'on a eue, parce que c'est toujours autour d'une idée, donc il y a toujours une idée de film. Et cette idée de film, qu'est-ce qu'elle génère? Il y a quoi derrière? Pourquoi vous l'avez eu? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que c'est une envie de forme, une envie de fond? Si c'est vraiment une envie de forme, alors qu'est-ce qu'on met comme fond? Qu'est-ce qui peut porter cette envie de forme? S'il y a un fond fort que vous voulez raconter, quelque chose de très personnel, c'est quoi la meilleure forme pour le raconter? Etc., etc. Donc là, moi, je travaille d'abord le thème, la forme et le fond. Généralement, c'est sur une page, papier crayon. Il n'y a pas d'ordi. Et parce que faut être véloce, faut être souple, rapide. Et donc, ça peut être la même page que je refais 400 000 fois pour avoir une forme de plan qui va dire quelle va être la grande courbe. C'est comme en peinture où vous allez faire une esquisse. Donc, le grand mouvement. Et c'est quoi le grand mouvement de ce film? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est une comédie dramatique? C'est une comédie familiale? Est-ce que c'est une rom-com? Il y a quoi? Combien de personnages? Il y a qui? Il y a quoi? Est-ce que c'est un huis clos? Est-ce que c'est pas un huis clos? Voilà, ça c'est des formes diverses. Et après c'est le fond. Est-ce que je parle de rédemption? Est-ce que je parle d'amour filial? Est-ce que je parle de diversité? Est-ce que je parle d'injustice? Est-ce que je parle de politique? De quoi je parle? Et une fois que j'ai parlé de ça, c'est quoi le sous-thème? Là j'ai le grand thème. Et ensuite le sous-thème, qu'est-ce que je raconte dans ce film-là, là. Qu'est-ce que je vais dire? Dans Carjackers, j'avais la prétention de vouloir faire un thriller d'action sur la lutte des classes. Bon, ça s'est transformé en plutôt un film plus féministe, les luttes des classes un peu sautées. Mais parce qu'il y a un autre process qui est faire le film, et ça c'est autre chose. C'est aime ce qui advient, Amor Fati de Nietzsche. Il y a un truc qui vient et il faut le concevoir, il faut l'appréhender, il faut le prendre et il faut l'aimer et aimer le monter de telle sorte qu'il devient un film. Donc en amont, bien en amont, sur ma première truc, c'est papier, crayon, une page et je fais venir et les idées et je fais maturer le truc. Ça peut durer longtemps. Hein. Il y a des trucs qui prennent des mois et des trucs qui prennent une semaine. Quand je pense à un film, j'ai aussi la volonté que ce soit pérenne. Donc parfois, je me méfie des bonnes idées qui ne survivent pas la nuit. Voilà. Justement, j'ai l'impression que tu es plutôt hybride, mais tu penses que tu es plus character-driven ou high concept? Et hybride, les deux. C'est en plus la réponse, là, ce que tu viens de dire, c'est que la réponse de Scorsese à ça, c'est que les très grands films sont plot-driven et character-driven. Ouais. Parce que c'est pas concept, en fait, c'est plutôt le plot, l'intrigue. Lui, il utilise ce terme-là. Ça correspond à peu près à ce que tu dis, mais c'est vraiment, dès que tu as le plot et les characters et que tout est vraiment bien travaillé, généralement, tu as un grand film. Voilà. Après, character driven, quand tu fais de la série, c'est plutôt ça d'ailleurs. Tes séries, généralement, tu essaies de les construire sur la base d'évolution de personnages et d'arches de personnages, pas forcément sur l'arche d'intrigue. Tes intrigues, chaque épisode, tu peux en avoir une nouvelle, quoi. Donc, pour un film, c'est vraiment, à moins que le plot soit complètement imprégné du thème que tu racontes et qu'il exprime à lui seul ta pensée, moi j'ai plus tendance à penser les personnages et le plot en même temps. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des clichés, des tropes d'écriture qui pour toi sont difficilement surmontables, ou est-ce qu'il y en a d'autres avec lesquels tu te sens très très bien? Cite-moi lesquels, parce que là elle est trop large ta question. Tu sais, le flic qui n'est pas flic, le Deus ex machina, c'est ça, c'est la résolution un peu divine, tu vois, ce genre de choses, le fusil de Tchekhov, tu vois. Non, le gun, ça
Enfin, MacGuffin, Chekhov's gun, tout ça, machin. Non, ça, tu peux utiliser. En fait, c'est des outils. Un flashback, un flash forward, un foreshadowing, tu vois, si tu appelles ça des tropismes, ouais, à ce moment-là, je vais utiliser effectivement, pour moi, c'est une boîte à outils. Donc, ça veut dire, si jamais il y en a un que je peux utiliser, je vais l'utiliser avec plaisir parce que c'est savoureux. Tu vois, le foreshadowing qu'il y a dans Will Hunting, de Ben Affleck qui dit à Will, moi, je rêve qu'un jour, je viens sur ce ponton, sur ce parvis de ta maison, là, avec mes bières, et que tous les jours après le taf, ils boivent une bière. Et il lui dit, je rêve qu'un jour, je vienne et que la porte soit fermée et que tu ne sois pas là. Ça voudrait dire qu'au moins, tu serais parti de notre condition d'Irlandais, là, de Boston, qui bossent sur des chantiers qui sont d'une condition sociale très difficile. Et c'est la fin du film. La fin du film, c'est ça. Un foreshadowing que j'adore, c'est Collateral. C'est Tom Cruise décrit exactement la façon dont il va mourir. Il le dit il le dit au personnage de Jamie Foxx, il dit, tu es là, tu fais des jugements moraux sur qui doit mourir et qui ne peut pas mourir, mais en fait, tous les jours dans le métro, il y a des gens qui s'assoient devant un SDF qui peut mourir à côté d'eux sans que personne ne le voie. Et si vous regardez la fin de Collateral, bah c'est ça. Il rentre dans le métro, il s'est pris une bastos, il est mort, il s'assied et tout le monde rentre dans le métro et personne ne voit qu'il est mort. Et donc ça, c'est assez savoureux à faire. C'est vraiment quelque chose qui est... on n'a pas envie de se passer de ces choses-là. Donc, je les évite pas. Je les embrasse. Je dis, ouais, si ça m'aide et que, en plus, c'est peut-être des coquetteries, hein. Peut-être que c'est l'ego qui se flatte aussi un petit peu. Moi, c'est ce qui m'a fait aimer aussi le cinéma. Quand j'ai vu des trucs aussi brillants, je dis, ah, les bâtards, c'est cool. Smart. Ah, c'est cool, ça, c'est smart. Et donc, du coup, tu le fais parce que tu kiffes, tu vois. Mais ouais. Et clichés, j'ai, par contre, usé des clichés. J'adore le débat autour de ça, en fait. C'est quoi un cliché? Parce qu'il y a des choses qui sont des caractérisations reconnaissables et tu en as besoin tout de suite. Moi, le terme que je veux éviter, c'est l'essentialisation. Ça, c'est autre chose. Parce que ça touche au racisme. Ça touche à la discrimination. Si on me dit un gay est comme ci, un trans est comme ça, un arabe est comme ci, un noir est comme ça, un blanc est comme ci, un bourgeois est comme ça, un pauvre est comme... Là, on essentialise. Mais si j'utilise dans une scène courte quelque chose qui doit être un trait reconnaissable de cette personne-là, je sais pas, elle va être tout d'un coup précieuse ou avoir un accent ou machin, bah, c'est que j'en ai besoin juste parce que c'est très rapidement, j'ai besoin d'identifier la personne. Donc oui, tu vas user d'un cliché. Et tu vas le faire. Genre, de toute façon naturelle, tu vas peindre et tu vas dire, bah oui, d'habitude, ce personnage-là, sa couleur, c'est vert. Donc, bah, je vais le mettre en vert. Et on va reconnaître que c'est ce personnage-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si aujourd'hui, il y a des images, des représentations, et elles induisent du récit. Elles créent du récit. Bah, relisez Guy Debord, Société du spectacle, tout ça. C'est que il y a pléthore d'histoires qui sont des choses qui vous sont imposées. Vous ne savez même pas que vous n'êtes pas en train d'écrire ce que vous voulez, mais ce qu'on vous a induit que vous vouliez. Si je vous dis, écrivez-moi un personnage de magicien, bah là, il y a plein d'images qui sont venues dans vos têtes. Ça va de Gandalf t'as le chapeau, t'as le chapeau magique, t'as Houdini, t'as un mec à la Houdini, voilà, ou un mec en costume qui fait des tricks avec ses cartes, tout ça, mais ça va être ça. Et ça se trouve, le truc qui est super intéressant, c'est de créer un personnage de magicien qui soit absolument pas comme ça. Je vous mets, je sais pas, Il y a ce truc-là dans la série des films insaisissables, par exemple. J'ai pas encore vu le troisième. J'ai vu les deux premiers. Je sais pas si tu perds grand-chose. D'accord. Okay. C'est ok. J'avais beaucoup aimé le premier, mais voilà. Okay. Parce que dans Séquence, on spoil les fins, on vous dit les films qu'il faut pas regarder, on est là. Moi, je veux le voir parce que j'aime bien, je suis client, je me le mets de côté. Au contraire, j'étais très client des deux premiers. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là un cliché, c'est parfois quelque chose où ce sont juste des traits reconnaissables
cette chose-là, quand vous allez la voir, vous allez la reconnaître. Après, travailler le cliché, c'est très intéressant aussi. Aller à rebours du cliché, ensuite, ne pas essentialiser, pour moi, c'est essentiel. Vraiment. C'est, je pense, le truc qu'on rate beaucoup dans la représentation, notamment en France, alors que on a ce grand débat, pourquoi Scorsese arrive à faire Les Affranchis, Coppola arrive à faire Le Parrain, et on n'essentialise pas toute la population italo-américaine en les qualifiant de mafieux. On dit pas c'est tous des mafieux. Alors que dans le cinéma français ou dans la société française, si on voit tout d'un coup des gens racisés qui sont caïds, qui tiennent des cités ou qui font du stup ou machin, et ben va y avoir l'amalgame possible. Ah, ils sont tous comme ça. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye d'éviter au maximum en travaillant justement la non-essentialisation. Moi, je veux avoir le droit d'écrire un film sur des grands voyous. Je veux avoir le droit de le faire sans que ça stigmatise les autres. Et ce faisant, je dois, je pense, apprendre de mes aînés, de David Chase dans Soprano, de Scorsese, de Coppola et de tous ces gens-là, de Vince Gilligan dans Breaking Bad, qui fait ça très très bien aussi, même s'il ne travaille pas des personnages racisés, il a aussi un truc d'essentialiser énormément, de comprendre l'essence du personnage, de faire l'inverse que d'essentialiser justement, d'être dans la nuance. Ben ça m'intéresse. Parce que je vais raconter un grand voyou, mais je vais vous expliquer d'où il vient, ce qu'il fait, pourquoi, quels sont ses traumas et la raison pour laquelle il fait les choses. Et un des grands succès pour moi français, d'un des plus grands films français qui est Un Prophète, c'est Jacques Audiard et Bidguin qui vraiment arrivent à faire ça de Malik. D'ailleurs, je trouve que c'est pas inintéressant que ce soit deux blancs. Alors, je sais que Dafri et Peufailly ont pondu le concept et tout, machin, mais sur l'écriture du scénario, j'ai vraiment l'impression que c'est Audiard et Bidguin, et que c'est pas inintéressant que ce soit eux qui soient mis dans cette peau-là. Alors, parfois, c'est un endroit de cliché, parfois, c'est un endroit de méconnaissance. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rallier à l'endroit de la connaissance des miens ou de ce que je suis. Donc, de raconter ce que je suis. Moi, j'ai trouvé que sur Un Prophète, son topic, il était respecté. Parce que le mec dit... Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage dont l'intelligence est de savoir s'adapter. Et est-ce qu'il peut s'en sortir en pouvant s'adapter? Et ça, c'est très, très, très réussi. Donc, trope, cliché, oui pour les uns, quand je les aime. Enfin, je veux dire, les outils dont on a parlé, foreshadowing, machin, tout ça, oui. C'est le gun, Chekhov's gun, oui. MacGuffin, oui. Enfin, tous ces trucs-là, parce que c'est kiffant de les voir ou de les faire ou de les maîtriser ou de pouvoir les utiliser. Et cliché, voilà, avec toute l'intelligence qu'il faut avoir pour traiter le cliché. Celui qui nous sert à représenter sans essentialiser et celui qui nous sert à être déconstruit, détruit au contraire, pour humaniser et raconter des personnages avec de la nuance. Trop bien. De tous les projets que tu as pu développer mais qui n'ont pas été produits, est-ce qu'il y en a un que tu aurais voulu vraiment voir produit? Non, tiens, je me l'étais noté aussi de mon côté, celle-ci. Qui ont été signés. Signés ou au moins que tu as eu un certain développement sur l'idée, quoi, où tu t'es dit, ouais, il y a quelque chose. Non, ouais. Non, il n'y en a aucun. Ils sont... Non, il y en a certains qui sont intéressants, qui sont sympas, mais le meilleur reste à venir. On les a... Cool. Ouais, on les a. Ils sont là, on les connaît, on les chouchoute. Il y a aussi une histoire de prendre de la force aussi. Il faut prendre un peu de power, comme ils disent. Enfin, il y a des étapes. Mais c'est aussi bête que ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon budget pour mon premier long. Peut-être qu'il faut que je taquine soit le même, soit un peu plus, soit au contraire faire beaucoup plus humble. Mais en tout cas, il y a une étape intermédiaire entre moi et par exemple le troisième. Ou des séries. Des séries, j'en ai fait beaucoup, mais par exemple, j'ai une série historique. Ça, c'est en étape. Tu pourras pas y aller tout de suite là maintenant. Il faut que j'entérine. J'ai créé une série qui a eu pas mal de retentissement et de succès. La tête de gondole, c'était Olivier Marchal. Il va falloir que j'en fasse une deuxième, une troisième pour qu'il sache que il y a un talent aussi derrière, que c'est le mien et celui de mes gars et toute l'équipe et qu'on s'affirme comme signature, comme Olivier a su le faire avec 36 ans, 40 ans de carrière.
il mérite tout ce qu'il a, parce qu'il l'a fait de ses mains, tu vois. Bah, nous, c'est pareil, il faut qu'on fasse de nos mains et qu'il y ait un endroit où on nous reconnaisse et que cette reconnaissance nous permette de faire ces choses-là. Donc, il n'y a pas de regret, il n'y a que, au contraire, des aspirations. Tu parlais de l'écriture des personnages féminins. Nous, on en a parlé avec plusieurs de nos invités et eux sur le podcast. Comment tu l'abordes justement l'écriture d'un personnage féminin et peut-être à travers l'exemple de Je traite que des topics que je peux traiter en adelphité, en gros en étant dans l'empathie. Tout ce qui n'est pas du ressort de mon expérience propre, qui est propre aux femmes. Par exemple, demain, je dois écrire sur la périménopause. Ah bah gros, j'ai du taf. C'est moi, je suis compagnon, je suis accompagnant, mais je ne pourrais jamais. Je peux essayer d'avoir toute l'empathie nécessaire pour dire, bah, tu dors pas de la nuit, tu as des chaleurs, hormonalement, tu es au taquet, tu te transformes. C'est un calvaire parce que c'est une torture que de manquer de sommeil, c'est une torture que de vivre ce chaud et froid. Donc, je peux essayer de le traduire, mais j'aurais fatalement besoin du conseil de nos sœurs, quoi, des femmes. Donc, c'est un endroit où je me refuse à prendre l'expérience de l'autre. Parce que déjà, moi, j'en ai des miennes propres, que je peux avoir même ces griefs en disant... des fois, ça fait chier quand d'autres racontent vos histoires et que c'est mal raconté. J'ai aucun problème quand c'est bien fait. Je pense à un gars qui m'a épaté, qui est Jean-Bernard Marlin, quand il a fait Sherazade. Et je pense qu'il a une expérience commune. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit de quartier ou quoi, ou qu'est-ce, mais la façon dont il a humanisé ces personnages dans Sherazade, j'ai dit, ok, bravo, j'en mets. C'est super. Parce que tu ne résous pas le gamin à être une petite Kaira ou petite racaille de trucs et la gamine à être une prostituée des rues, pas du tout. C'est que tout d'un coup, ces personnages-là, ils deviennent plus grands, plus beaux, plus forts, plus doux, plus attachants, plus émouvants. Et lui, pour coup, il s'appelle Jean-Bernard Marlin. Alors, il a écrit des personnages qui doivent s'appeler, je sais pas, en tout cas, qui sont joués par Kenza Fortaz et Dylan Robert. Donc, je préjuge que, tu vois, c'est pas la même source. Pour autant, c'est le même vécu. Et donc, pour moi, quand il y a ce même vécu-là, oui, tu peux y aller, sans phare et sans problème. Quand j'écris des personnages féminins, je vais toujours à l'endroit de ce que je connais, admire, respecte ou ai envie de raconter. Quand je dis admire, respecte, tu peux faire un personnage de grande méchante, tu vois, quelqu'un de très acariâtre, très dur, une femme très, très violente, mais j'ai toujours envie de savoir ce qui se cache derrière ça. Pourquoi? Par exemple, si elle est un espèce de... Il y a ce syndrome-là chez certaines femmes de pouvoir qui ne comprennent pas qu'elles ont un patriarcat intériorisé. Donc, elles écartent d'autres femmes. Donc, elles ont ce truc de il n'y a qu'une seule place, c'est moi. Et elles vont pas être dans la sororité. Et ben, moi, ça va m'intéresser de le comprendre. Ça va m'intéresser de le traduire. Ça va m'intéresser de le servir. Donc, c'est en ça que j'essaye de raconter mes personnages féminins avec le maximum de mon empathie ou de mon côté féminin. C'est-à-dire d'aller ouvrir mes yeux, mon cœur à elle. Je ne vais pas me raconter moi. Moi, j'ai mon expérience de mec, avec mon privilège de mec. Alors, mon privilège de mec, il est un peu biaisé pour mon côté racisé aussi, qui m'enlève des privilèges aussi, mais je reste quand même un mec. Donc, j'ai pas la même condition que elle. Mais il y a des endroits où il y a une forme d'intersectionnalité. C'est ce qu'il y a dans mon court-métrage, dans Carla. C'est ce que je racontais. C'est que je dis, il y a des endroits où, par exemple, le féminisme, c'est un des trucs où les femmes peuvent comprendre le mieux ce qu'est le racisme. Parce que le fait de ne pas avoir tel job, ou le fait de pas d'être payé 20% de moins qu'un homme, le fait de toutes les discriminations qu'elles subissent, le fait d'être objectivées, le fait d'être commentées sur leur physique, sur leurs habits, sur leur machin, tout ce qu'elles vivent, il y a des endroits de similitude. Il y a des endroits où on peut se rejoindre. C'est celle-là que j'essaie d'aller chercher, en fait. Je me dis, voilà, dès que j'arrive à connecter avec ce personnage-là, vous disiez tout à l'heure, c'est quoi le truc le plus éloigné de toi? Moi, j'adorerais... ce qui serait très éloigné de moi, c'est de raconter une famille de riches blancs bourgeois
et que. Oh, ça, les autres le font déjà pour toi, hein, t'inquiète. Hein. En cinéma français. Tu sais, t'embête pas, je crois que c'est 80% de la production. Je sais, mais en même temps, tu vois, il y a... Mais Succession est un bon exemple, oui, complètement. Bah ouais, Succession, c'est magnifique. Succession, c'est... Moi, là, pour le coup, j'aurais été connecté avec quoi là-dedans? Bah, moi, je pense que c'est le filial. C'est l'amour filial. Ça aurait été comment traduire cette fierté du père qui ne vient pas, cette appétence pour... Enfin, cette passion, cette dévorante de « je recherche l'aval de mon père ». Et ils sont 4. Et les 4, à leur manière, ils le font, tu vois. Ensuite, c'est une fascination pour les puissants, le capital, machin. Bon, là, on rejoint d'autres topics qui vont être... De toute façon, quand vous allez écrire, chaque scénariste va écrire à l'aune de son orientation politique, de son biais cognitif, etc., etc. Donc moi, ouais, c'est vrai, raconter l'histoire de puissants, ce qui est le cas d'un de mes films, d'ailleurs, où je tacle un sujet où il n'y a pas de truc de diversité, de machin. C'est juste une histoire voilà, un thriller où il y a Enfin, c'est le ressort qui est utilisé. Bah oui, ça va me demander beaucoup de travail. D'ailleurs, celui-là me demande énormément de travail parce qu'il demande à ce que je sois au plus près de la caractérisation des personnages. Et comme c'est pas moi, je la connais pas d'emblée. Quelque part, faire Pax ou faire même un Carjackers, c'est tellement proche de moi que c'est un peu plus facile de faire parler les gens comme ils parlent. Les dialogues, la chose, c'est plus simple parce que c'est quelque chose qui me ressemble. Ce qui est plus difficile, c'est d'écrire quelque chose qui vous ressemble pas et puis d'aller avec une forme d'honnêteté intellectuelle, aller chercher la façon dont ils s'expriment. Si demain je fais s'exprimer un professeur en psychanalyse, il va falloir que j'aille chercher cette richesse lexicale dans la façon, dans son verbiage, dans la façon dont il s'exprime. Il va falloir que j'aille chercher ce mec, tu vois. Il n'est pas moi au prime abord. Moi, de prime abord, j'emploie là, j'essaie de m'exprimer bien parce que vous allez. Tu t'exprimes très bien. Non, mais parce que vous allez être. Il y a même un mot que tu as utilisé que je ne connais pas et je ne sais plus c'est lequel, c'est la preuve de ma non-culture. En tout cas, non, mais c'est pas ça, c'est que là, j'essaie de bien m'exprimer. En tout cas, je vais utiliser mon plus beau vocabulaire, mais tu me fais cut, ça va partir en couille vénère. Ah bah voilà, la phrase. Tu vois, c'est ça. Après, moi, j'estime que ça, c'est une richesse, hein. La richesse lexicale, de changer de registre, machin. Vraiment, je l'assume. Je préfère savoir parler comme je parle, c'est-à-dire le langage de ma rue, de mon quartier, de Saint-Blaise, du 20e, rue Fellot, c'est chez moi, c'est là où j'ai grandi, blablabla, Montreuil, etc. Et puis avoir fait peut-être un petit peu d'études ou avoir lu des bouquins grâce à maman, grâce à l'école, grâce à ceci, grâce à cela, et m'exprimer comme je m'exprime, que d'être complètement paumé si je vais dans un endroit ou un autre. Là, au moins, je m'adapte assez bien. Voilà. Donc, je sais pas si ça répondait à la question, mais c'est écrire des personnages féminins, c'est... Moi, il y a des endroits que je m'autorise pas. Il y a des endroits où je dis que c'est aux femmes de raconter ces histoires-là. Je suis un peu comme ça en ce moment. Après, peut-être que il y a des gens qui vont te dire, bah non, quand on est scénariste, on doit raconter toutes les histoires et tout ça. Je dis, ouais, mais il y a aussi un endroit de moi qui dit the more personal, the better it is. C'est Scorsese qui disait ça. Donc, raconte quelque chose de très personnel, tu verras que ce sera très, très sincère et c'est vachement bien. Et tu as le droit d'aller taquiner d'autres endroits et tu as le droit d'aller faire, comme je te dis, moi, je veux faire des films historiques, je veux faire des films politiques, je veux faire des films, des thrillers, des drames, des comédies, de tout. Mais il y a des endroits d'expérience où j'ai pas envie de le voler à d'autres voix. Il y a des endroits où j'ai envie de me mettre de côté en me disant c'est pas à moi de raconter cette histoire-là, c'est à elle. Je rajoute un truc, pardon, je suis désolé. Si je dois la raconter, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui m'est tellement personnel que c'est à moi de le raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Si je raconte le destin d'une femme et que tout d'un coup je suis en train de faire une ode à ma mère, bah, je suis en train de parler de ma mère. Donc oui, je raconte une femme, mais je vais parler de ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Si je raconte une sœur et l'amour que j'ai pour cette sœur, bah, en fait, ça m'est personnel parce que c'est moi qui vais parler de cette sœur. Donc c'est en ça que là, ça me devient personnel. Mais par contre, se substituer à sa propre expérience à elle, je préfère que ce soit des femmes qui le fassent. Je ne peux que constater que tu as
pas mal travaillé pour les plateformes de streaming de façon générale. Moi, Comment, selon toi, t'en es venu à travailler davantage pour les Aucune idée. plateformes? Tu penses pas que ça a à voir avec peut-être les gens avec qui tu collabores et qui, eux, ont déjà un accès ou ce genre de choses? Je sais pas. Une Alors, recherche édito, tu vois, peut-être sur des plateformes, peut-être avec un public non, ton nom il plus circule. jeune. Ouais. Non, ton nom il circule à un moment donné et comme je t'ai dit, tu es ce que tu as fait. Donc, Ouais. effectivement, déjà, c'est pas très vrai parce que le début de ma carrière, c'est ciné. Ouais. Et ensuite, ça bifurque vers 2020 avec Balle perdue, tu vois. Avant ça, 2017, 2019 et 2020, j'ai 3 sorties ciné. Et après 2021 ou 2022, j'ai encore une sortie ciné où, enfin, tu vois, il y a là, on a sorti notre premier film au cinéma, très grande aventure. C'est très très marrant, séquence très instructive, avec le film dont je suis le plus fier de tout ce qu'on a fait depuis 18 ans. C'est le film dont je suis le plus fier. Et pourtant, c'est du ciné, tu vois. Ouais. Et après, on vient me chercher. Donc là, j'ai pas le droit de dire, mais je travaille sur je crée une nouvelle série. C'est en convention de développement, donc c'est signé. Et pareil, ce sera encore d'autres aventures. Donc, moi, j'adorerais. Enfin, moi, je veux dire, que ça soit bien passé avec Amazon, que ça soit bien passé avec Netflix, ça fait partie des choses. Je peux pas enfin, tu sais, tu vas pas leur dire non quand ils vont arriver, ils vont te dire oui, tiens, il y a tel projet de série, on aimerait bien que ce soit développé avec Amalgamera. Non. Non, parce que vous êtes une plateforme. Je refuse. Une plateforme. Ah, ça, par contre, on peut en parler si vous voulez, ça m'intéresse, le snobisme. Ça m'intéresse. Très bien, allons-y. Ouais. Si, il y a des typologies de projets où tu peux pas appeler tous les acteurs. Tu peux pas appeler tout le monde parce que tout le monde ne viendra pas. Va y avoir une forme de snobisme. C'est-à-dire que, effectivement, la plateforme, elle va générer une forme de comment on appelle ça, de repoussoir. Appelons un chat un chat. Tu as des acteurs qui, pour eux, dans la typologie de leur projet, vont dire ouais, non, moi je choisis toujours le film et tout. Non, c'est faux. Je suis désolé. Parfois, tu peux avoir un très beau projet. En fait, ce qui est très triste, c'est que il aurait été encore plus fort et charmé le projet si tel et tel acteur avait été dedans, parce que ça aurait amené une autre DA, parce que le simple fait qu'il soit là nous pousse à pouvoir assumer certaines DA. Et si je raconte un truc où ça fait je sais pas, ça crispe les gens, tant pis, mais certains acteurs commandent une certaine DA parce que nous, pour les rendre crédibles et que le spectateur soit pas perturbé, il y a des choses, il y a des crédulités volontaires. C'est le spectateur qui l'amène et qui dit telle personne j'y crois dans telle chose et telle personne j'y crois pas dans telle chose. Donc nous, des fois, on s'adapte, réalisateur, auteur, on s'adapte à tel personnage et tout d'un coup, il y a l'intérêt de tel acteur ou telle actrice au casting et on se dit ok, ça il va falloir que je le fasse fonctionner. Il va falloir que je le travaille dans une certaine manière pour le rendre crédible, pour être au service de l'histoire. Ouais. Et d'ailleurs, si l'acteur est intelligent, moi, ça s'est arrivé, il reconnaît tout de suite le taf et il dit ouais, cool, parce que tu m'as pas rendu ridicule, ça marche bien, nanani et nanana. Ça accompagne. Si on a le temps, la prep et le courage de l'acteur, on peut faire du contre-emploi. On peut faire un boulot où tout d'un coup, les gens regardent l'acteur et se disent c'est lui ça? Waouh, je l'ai pas reconnu. Ou ouais, et en plus, c'est ce qui les sert le plus en plus. J'aurais pas cru là-dedans et tout, machin. Maintenant, va convaincre les financiers, les plateformes, les diffuseurs, les distributeurs et tout ça, que tu vas faire un contre-emploi, faut être costaud, faut avoir le CV. Moi, c'est l'humilité que j'ai, c'est de dire à un moment donné, moi, des fois, j'ai pas le CV. J'ai pas les épaules. C'est le marché qui le décide. Ça veut pas dire que moi, je les ai pas. Hein. Moi, dans mon fort intérieur, tu me demandes, je te dis, donne, je vais essayer, je vais y aller. Parce que j'ai ce tempérament entre guillemets, de courageux, d'essayer de faire. Ça veut pas dire que je vais pas me planter. Hein. Je suis pas à l'abri de me planter. Mais, par contre, se lancer, y aller, ça, tu peux compter sur moi.
Maintenant, est-ce que eux vont essayer est-ce que eux vont avoir confiance en toi pour te lancer? Ça, c'est une autre histoire. Vas-y, Ça me David, rappelle, t'as une question. je sais plus si c'est Sandrine Bonner ou Karine Viard qui ont posé la question de savoir quel est le film dans lequel elle rêvait de jouer. Et la réponse m'avait toujours inspiré de fou. Elle continue à le faire. Elle a dit, j'aimerais être dans un film de zombies avec une carabine sciée et leur tirer dans la tronche. Et je m'étais dit, Ouais. mais what? Mais j'ai déjà envie de voir ce film en fait, tu vois. Ah oui, bah oui. Bah oui, je pense que c'est un gros boulot de distributeur aussi, ça, ou de prescience, entre guillemets, d'études marketing des plateformes. C'est de dire, par exemple, nous, geekos du scénario, fans de cinéma passionnés, on va avoir la tête à 360, on va vraiment kiffer. Eux, ils ne travaillent pas sur ces données-là. Ils travaillent sur des appétences de spectateurs qui leur montrent des habitudes de consommation, qui leur disent nous, Karine Viard, c'est là-dedans qu'on la voit. Tu vois. Nous, on a envie de la voir dégommer des têtes de zombies avec un fusil à pompe canon scié. Mais est-ce que tout le public a envie de la voir? Et Karine serait peut-être en droit de dire vous êtes con, vous n'avez pas essayé. Ouais, Et si ça se trouve, tu vois, si on fait je sais pas, et le prix de l'essai, il a un prix. Ouais. C'est le prix du film. Est-ce que tu fais un film à 2 millions et que c'est un film d'auteur vraiment barré avec un high concept et qu'on a Karine Viard qui essaie de s'en sortir sur une nuit des morts vivants avec son fusil à canon scié, ok? Est-ce que c'est un film qui coûte plus cher, 4 millions, 5 millions, 6 millions? Et là, il y a tout le monde qui arrive et qui dit, ah bah alors t'es gentil Coco, mais là ta prise de risque, elle commence à être financièrement touchy. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Enfin, à un moment donné, il faut comprendre les enjeux. Donc moi, je pense que mon passage sur les plateformes là-dessus, c'est une histoire d'enjeux et de la façon dont ils m'ont ressenti. Tu vois, j'ai eu une écriture qui était X, tu vois, qui était ça, qui va être qualifiée par eux d'une certaine manière, de telle sorte qu'ils m'appellent derrière pour venir bosser. Et ensuite, ils lisent des histoires, et ces histoires. Et je vous avoue, franchement, c'est que maintenant qu'on m'appelle pour moi. C'est-à-dire qu'à l'époque de ces projets-là, c'est de la lecture. Hein. C'est c'est lui votre candidat? Vous êtes sûr? Ah bon? Ok, bon, on va lire. C'est après lecture que ça se fait, tu vois. Un PAX, c'est vraiment au début. Le mérite revient à Isabelle de Georges de me connaître depuis des années et de dire on veut parier sur ce garçon. Damien Couvreur et Pierre Saint-André, qui sont les personnes qui à l'époque dirigeaient l'écriture des séries à Netflix. Je leur dois de m'avoir laissé ma chance, tu vois. Après, derrière, c'est du taf, c'est validé. Olivier aime le projet. Allez, on continue, on taffe, on bosse. Et tu dois bosser. Et mes deux co-auteurs, Mourad Aissaoui et Sledge Bidunga, c'est pareil. Au début, on est en mode siège éjectable. Alors, je veux dire, on peut sauter à la. Et ça, faut l'accepter en fait. Faut vraiment que les scénaristes se disent, ok, moi, je vais crânement jouer ma chance. Et si je suis bon, ça va le faire. Mais il va falloir que je bosse et que je crâne ma chance. Pas de trucs d'égard ou de machin ou de on manque de respect, Ça vient plus tard. Ça, si au bout de 15, 20 piges et tout, vous avez fait plein de choses et on vous manque de respect au niveau de votre plume et votre machin, là, je peux comprendre que vous ayez de l'ego et que vous disiez, non, ça marche pas. Ça, je peux le comprendre. Mais au début, c'est vraiment à vous de leur montrer de quel bois vous êtes fait. C'est vraiment à vous de montrer votre plume, d'être travailleur et de se dire, OK, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, hâtez-vous lentement et sans perdre courage. Tu vois, c'est vraiment, faut y aller, quoi. Donc ça, je pense que tu me disais, ouais, tu as fait plus les plateformes. Déjà, Dont Acte, non. J'ai vraiment fait les deux. J'ai vraiment fait cinéma et plateforme. Mais depuis, on va dire, 2020, les gros projets, ceux parce qu'il y en a qui coûtent de l'argent dans le lot, c'est vrai que ça va plus en plateforme. Mais je crois que c'est même une tendance générale. Des très gros projets avec beaucoup d'argent vont se faire en plateforme. On va arriver tout doucement à la fin de cet entretien, donc on va se laisser une petite question chacun, Maxence et moi. Et moi, comme j'en ai deux, je vais te proposer les deux thématiques et c'est toi qui vas choisir sur laquelle on part. Est-ce que tu veux que je te pose la question de est-ce que toi qui as commencé, vécu aux États-Unis, tu as envie de repartir faire une aventure là-bas? Est-ce que tu vois la suite de ta carrière là-bas? Ou
Pour toi, à partir de quand ton scénario il est OK? À partir de quel moment? Ou alors c'est toujours du travail non-stop jusqu'à la veille du tournage? Je vais prendre la deuxième question. La première, je t'y réponds tout de suite. J'en ai strictement rien à carrer. En fait, les États-Unis, ce sera une opportunité. J'ai adoré vivre là-bas. Fais comme si je n'avais jamais posé cette question. Non, mais franchement, demain j'y vais avec plaisir. Je vais kiffer. Mais j'ai pas, je ne sublime pas les États-Unis par rapport à la France. J'aime beaucoup la France et j'adorerais des expériences comme ça éparses aux États-Unis. Y vivre, je sais pas. À moins que ça change la donne là en 2027 et qu'il y ait un climat tellement pourri qu'on puisse plus vivre en France. Auquel cas, oui, ce serait une bonne chose que d'aller aux États-Unis. Mais ça encore t'inquiète ça du coup la prochaine élection? Parce que moi je sens, Ouais. enfin nous qui travaillons avec Maxence sur France Télévisions, on sent que la tension elle est partout, à tous les endroits. Et... Ouais les amis, franchement, j'aime pas le pouvoir trop concentré des médias qui font de la fabrique d'opinion, qui se basent pas sur des choses réelles, mais du coup change la perception des gens, qui ça va se transformer en vote réel. Et après, on va payer les pots cassés. Enfin, on connaît l'histoire, elle a déjà été vécue. C'est vraiment très, très relou. Donc oui, ça m'inquiète. Après, j'ai dit une stupidité puisque j'ai dit, si ça sent pas bon ici, j'irai vivre aux États-Unis. Ça sent pas meilleur là-bas. Non, c'est vrai. En ce moment, il reste de moins en pas- moins de pays, hein, très honnêtement. Voilà. Là, le choix commence à être... C'est pas ouf non plus. Donc, non, en tout cas, c'est pas un truc qui m'intéresse. Alors, je réponds à ta question, quand est-ce qu'un scénario est fini? Il l'est jamais. C'est-à-dire que moi, je suis de l'école un peu Spielberg qui dit si tu veux avoir un truc fini, abouti, écris un bouquin, quoi. Un scénario, c'est un objet mouvant, c'est un socle, c'est quelque chose dont tu peux pressentir que ça y est, là, il est bien. Il y a peut-être des choses même un dialogue que tu vas kiffer, que tu auras envie de tourner, vraiment. Mais je te jure que quand tu vas arriver sur le plateau, il y a plein de choses que tu vas adapter. Et ton scénario, c'est ta boussole. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est ton scénario, c'est vraiment la boussole qui fait que tu vas tourner un truc qui fonctionne bien ou super. Et donc, moi, j'ai eu que ça. J'ai eu que des scénarios qui fonctionnent bien, dont le scénario peut-être le plus abouti, alors qu'on me parle beaucoup du scénario en disant « Oh, mais là, c'est abusé, là, machin, tout ça. » Pourtant, c'est le scénario qui a eu le plus de travail, c'est N121 Bus de nuit. Si bien que quand les gens m'en parlent et qu'ils veulent débattre, on peut répondre à toutes leurs questions, tellement on l'a bossé. Ouais. Et celui-là, effectivement, entre le scénario et le shoot avec Mourad, c'est le premier long métrage de Mourad Aissaoui, il n'y a pas de diff. Il y a très peu d'adaptation. Il y a une impro ici des garçons sur le pont pour créer du fun et tout qu'ils ont mis qui se sont mis à eux. Il y a une adaptation ici de 2-3 scènes là qui fonctionnaient pas à l'écrit, quand on les joue, tu sais, et là tu dois les retravailler pour que le rythme vienne, mais sinon c'est le scénario. Carla, c'est le scénario à balle, c'est même le storyboard. C'est moi, je l'ai storyboardé entièrement et quand moi je dessine, donc c'est plus facile pour moi. C'est 90% du montage, c'est le storyboard. C'était fou. Donc moi, le scénario, s'il est pas fini, c'est un objet mouvant. Tu l'amènes avec toi en tournage, tu le fais évoluer. Il y a une deuxième écriture au montage, une deuxième écriture au tournage, et il y a une troisième écriture au montage. Et au montage, tu vas encore exploser ton scénario. Et le scénario de Carjackers, il démarre pas par la première scène avec Franck. Il démarre pas comme ça. L'idée de exec de Thomas Dubois qui était en place à Amazon et tout, qui tout d'un coup se demande si on ne devrait pas commencer comme ça. Moi, je les teste, je vois que ça marche. Ah ouais, je ne fais jamais ce qu'ils me disent, sauf si ça me parle. Ouais. Donc, des fois, ça me crée des problèmes. Mais en tout cas, je ne prends pas pour acquis ce qu'ils me disent. J'essaie toujours d'être sincère avec moi-même en me disant, il faut que ça me parle. Là, cette idée-là me parlait. Je trouvais qu'on pouvait la faire fonctionner avec mes monteurs. Baxter et Camille Resset, on trouvait que ça pouvait le faire. Donc, on l'a mis, ça a marché. Il y a d'autres trucs où ils se sont battus pour que j'enlève des choses, ou que je laisse des choses. Non, mais j'écoute pas. Moi, je sais le film. Est-ce que le truc est bien? C'est une écriture aussi, mec. C'est-à-dire que ça reste du scénario. Ça reste un truc de... Alors, c'est plus l'objet écrit vraiment lui-même, mais c'est quand même quelque chose que tu as emmené jusqu'à là-bas pour la fin de ton film. Donc, pour moi, le scénario, il est jamais vraiment fini et je m'autorise même à le réécrire pendant qu'on tourne sur une scène, sur un truc, sur un machin. Il faut que globalement, il soit quand même suffisamment costaud pour que tu puisses partir en tournage. Je dirais que si la question c'est quand est-ce que tu pars au tournage avec ton scénario, déjà tu as les finances.
Mais moi, c'est quand je peux le découper techniquement et que tout est nickel. Tout s'imbrique bien, le puzzle se fait, quoi. Du coup, j'ai la dernière question. Et moi, j'aurais voulu parler un petit peu du livre que tu as sorti en 2018, La Caution. Il n'est pas sorti. Qu'est-ce qui. Il n'est pas sorti. Non, il est pas sorti. Non, il est en backorder et tu viens de mettre le doigt sur un des trucs où si elle nous écoute, je l'embrasse. Caroline Bokanowski, c'est une éditrice aux éditions des Équateurs et elle m'a signé en 2018 sur un scénario. En fait, j'avais écrit un scénario c'est un film qui s'appelle La Caution et qui s'est jamais fait et mais que j'ai jamais poussé plus que ça. Et elle avait lu un traitement de N121, le bus de nuit, et elle a cherché des écrivains qui avaient un truc un peu plus, une écriture un peu plus cinématographique, un peu plus polar, un peu plus machin. Et donc elle est venue grâce à Fabien Ada, qui est un scénariste, si vous voulez aller l'interviewer, moi je vous le recommande, c'est un amour. Fabien Ada, il est super. Et c'est Fabien Ada qui me recommande auprès de Caro et elle me signe. Et donc, ce que je fais, c'est que je novélise un scénario. Et au moment où je te parle, j'en ai fait qu'un tiers. Donc, je lui dois 2 tiers de ce roman. Mais dis donc, ça a été signé en 2018, il va falloir se dépêcher là quand même. Ouais. Mais si tu regardes ma filmo, tu te rendras compte qu'il y a plein de choses qui sont sorties depuis 2018 dont elle me sait gré. En tout cas, elle me pardonne parce qu'elle voit tout ce que je fais. Et que je pense qu'elle a compris que je suis complètement... Tu ne vis pas, en fait, avec une écriture de roman. Il faut vraiment un mode opératoire pour avoir tes finances qui puissent te permettre de faire le roman. Ou une organisation. D'ailleurs, je remercie à ce propos Nico Takian, qui est un auteur aussi de polar, qui, à un moment donné, m'a donné une technique qui était d'écrire 2 heures par jour ou 4 pages. Essayer de sortir juste 4 pages par jour. Juste faire ça. Ouais. Et c'est grâce à lui que j'ai sorti les premières 60 pages. Parce que je l'ai fait comme ça, et effectivement, ça va vite, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, tu te retrouves à écrire 4 pages, des fois, tu en crées 8, des fois, machin, et donc je me suis retrouvé avec des semaines à avoir écrit 20 pages, 25, 30, puis la semaine d'après, 20 pages, puis la semaine d'après, 10 pages, et j'ai eu les 60 premières pages du roman comme ça. Mais il m'en manque encore 100, quoi. Bah tu vois, la Fnac pense que ton... La Fnac pense que ton livre est sorti. Ouais. Non, c'est backorder en fait. Ça veut dire ça m'est épuisé. Donc, du coup, alors, on dit à nos auditeurs et auditrices, le commandez pas tout de suite, le précommandez pas tout de suite, il est pas fini d'écrire quoi. Ouais, il est marrant en plus ce roman, il est cool. Ouais. Eh bien, écoute, Kamel, on arrive à la toute fin. On a un petit rituel de fin qui est dans les mains et de Maxence. C'est ça. Donc, 3 petites questions au tac, si tu peux me donner une réponse. La première, c'est ton film et ou ta série préférée. Série, alors, Breaking Bad. Très classique. Cool. Le scénario que tu aurais aimé écrire. Seven. Ok. Et c'est bien, c'est rapide avec toi. Et ton dernier coup de cœur. Oh là là, quand tu viens de tacler plein d'anciens invités. Répète la question, pardon. Le dernier coup de cœur, et ça peut être tout format confondu, série, livre, tout ce que tu veux. Pluribus. Ouais. Je plus sois à fond bon choix. Ouais. On aime beaucoup. Ah ouais. Et bah trop cool. Eh bien, merci beaucoup Kamel, c'était vraiment un plaisir, c'était super intéressant de t'avoir. J'espère que j'ai été très long, donc je sais pas si vous avez pas des questions que je vous ai zappées dans votre liste. Je pense que comme on aurait pu en poser encore 20 ou 30 sans aucun problème. On a toujours plein de questions, mais ça c'est un peu pareil avec tout le monde. T'inquiète pas, au pire on fera un épisode 2. C'est ça, exactement. Avec plaisir. Tu feras partie, on t'invitera sur nos épisodes en présentiel, comme on dit, magnifique terme, quand on est à Paris avec Maxence. En tout cas, c'était un bon moment passé avec vous. Et puis merci parce que c'était très enrichissant et tes réponses étaient ultra inspirantes et voilà, que ça soit pour des professionnels ou des débutants, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de choses hyper fortes à garder pour les méthodologies de chacun. J'espère, en tout cas, c'est le but. Puis pour vous deux, là, visiblement, vous êtes de la partie, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, bien, merci dans vos projets à venir. Là.
Bon, bah, merci Kamel. Merci à vous toutes et toutes qui écoutez le podcast depuis maintenant quasiment 1 an et demi. Je vous rappelle, on sort tous les 15 jours le mercredi à 7h du matin. Comme ça, vous pouvez nous écouter sur le trajet du métro, sur le périph'. Vous pouvez nous écouter en prenant votre douche. Donc, c'est plutôt des moments assez sympathiques où j'adore que vous pensiez à nous. N'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur les réseaux. Et petite question avec Maxence, on se tâtait mutuellement en toute bonne intelligence pour se dire qu'on allait peut-être faire un épisode où on voudrait répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, ou en tout cas si ce format-là peut vous intéresser pour une de nos prochaines émissions, vous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on en profiterait certainement pour vous faire aussi un petit point sur notre actu nous-mêmes en tant que scénariste, puisqu'on avait pas mal de choses qui sont dans les tuyaux et vous savez que on essaie toujours de sortir nos petits micros pour mettre tout le monde dans la boucle et vous faire toujours plonger de plus en plus dans ce monde incroyable qui est la création. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Salut, salut. Salut à tous.